Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière, d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient, dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. S'il y a un mot de minuit ce soir, ce pourrait être spéculaire. Spéculaire qui a à voir avec le miroir. Ce soir, nous allons donc parler d'images ou de représentations avec nos invités, parmi lesquels Milo Manara, auteur de bande dessinée. À vos côtés, cher monsieur, et merci d'avoir fait le détour par Paris avec votre petite voiture pour venir nous visiter, Marianne Denicourt, actuellement à l'affiche, au théâtre, dans La Ville, pièce de Martin Krimp. À vos côtés, Percy Kemp. Percy Kemp est l'auteur d'un livre qui s'appelle, publié au Cherche-Midi, qui s'appelle « Le vrai cul du diable ». C'est un roman où il est question essentiellement de spéculaire. Enfin, la représentation, c'est aussi le cinéma, avec vous, Jean-Louis Milési. Et la représentation, c'est la question simple, comment est-ce que, à l'image, on met un enfant de 2 ans, surtout quand cet enfant est le vôtre. Et on verra comment vous avez réussi, ce qui est un beau projet cinématographique. Il y a bien sûr de la musique dans cette émission, avec So Calmeri. Alors So Calmeri, quand vous le regardez comme ça, il a l'air d'être un grand adulte, mais un jour il a eu 7 ans, et il a eu 7 ans au Congo. Et à 7 ans, il perd son père, et son père était un partisan de Lumumba, et c'est la raison pour laquelle son père a été tué. Aujourd'hui, vous travaillez beaucoup en Zambie. Votre style de musique s'appelle le Braka. On va écouter tout de suite un extrait de votre dernier album, Braka System. Ça s'appelle Brand New Day is Coming. Maisha yangu randiwe tutabebuwe nakupenda nakupenda kila siku nilikupenda nakupenda kila siku jo mpenzi wangu jo wangu mrembo poza maisha yangu ndiwe tutabebuwe waliotututa wakonsilari barua nilituma wapi majibu na kwaidi wangu mpenzi nakupenda kila siku oh dada mpenzi ikiwa mimi ndio mkosefu unieleze nirekebishe we poza maisha yangu ndiwe tutabibu mpenzi kea wangu mrembo siwezi ngoja tena aina mapendano denie kusafia nawe
urembo, siwezi ngoja tena, kukwepuka ni muhali wedan, tabia na desturi mitavumilia mpenzi, na kuahidi wangu mpenzi, nakupenda kila siku. Nakupenda kila siku, nilikupenda, nakupenda, nakupenda kila siku, nilikupenda, nakupenda, nakupenda kila siku, nilikupenda, nakupenda, nakupenda kila siku. Sockel Méry qu'on retrouvera tout à l'heure. Et donc voici la pochette du dernier album. Milo Manara, Jodorowsky, chez Drugstore, le tome 3 de la saga des Borgia, avec ce petit avertissement pour public averti. Ouais. Et Milo Manara, le grand dessinateur que vous êtes, a-t-il jamais eu des problèmes avec la morale, avec les autorités religieuses en Italie, avec Berlusconi, que sais-je encore? Mais je me disais que ce public averti, c'était une pastille pour signifier le retour d'une certaine forme de morale qui réprouverait l'érotisme qui a fait votre réputation. Oui, cette réputation, je n'ai rien fait pour éviter d'avoir cette réputation, en effet. Je m'excuse pour mon français, c'est pénible, mais j'espère de pouvoir me débrouiller ce soir, parce que peut-être que je n'arrive pas à... Jusque-là, ça va. Bon, bien. Et oui, je crois, j'ai l'impression qu'après la guerre de religion entre l'islam, etc., il y a quand même un petit retour, un certain moralisme, un certain... Peut-être. Est-ce que vous en subissez des conséquences? Est-ce que... Moi, un petit peu peut-être, oui, mais je n'ai jamais eu vraiment de vraie censure, sauf une fois. Je suis interdit dans le Sud-Afrique avant Mandela. Alors j'ai reçu un quotidien de la cité du Cap, de Pretoria, où il y avait une liste d'auteurs interdits. Et moi, j'avais 4 livres, alors que, comme c'était en ordre alphabétique, les auteurs, après moi, il y avait Marcuse, il avait juste 2 livres. Donc, moi, je suis plus interdit, j'étais plus interdit que Marcuse en Sud-Afrique. Pourquoi? Et on le voit bien dans... Bon, bien sûr que je garde le journal comme une médaille, je le garde chez moi. Vous l'avez accroché chez vous? Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce qui fait, pourquoi est-ce que vous avez cette réputation-là d'auteur de bande dessinée érotique? Vous n'avez rien fait pour l'éviter. Mais pourquoi est-ce que nous ne retenons que ça? Et on va voir que ce n'est pas que ça, justement. Parce que je crois que la côté érotique, la côté jolie femme, comme ça, frappe la fantaisie plus que les autres choses, peut-être. Moi, je dois dire que je suis particulièrement porté à l'érotisme. Moi, je l'aime beaucoup, surtout un certain érotisme mental, plus que physique. Je ne suis pas un Superman. Et je ne suis même pas une non, mais vous avez le droit d'avoir des fantasmes. Hein. Non, oui, je vis des fantasmes, bien sûr. Et donc, mais ce sont des fantasmes que j'aime beaucoup, quand même. C'est vrai. Oui, oui, absolument. C'est pas plus facile de raconter l'érotisme que raconter autre chose. Hein. Donc, si on choisit l'érotisme, c'est parce qu'on aime l'érotisme. Est-ce qu'il y a, je pense à Fellini, qui a été un de vos maîtres comme Hugo Pratt, est-ce qu'il y a pour vous, et contrairement à Fellini, un prototype de femme? On a l'impression quand on regarde votre travail. Oui, oui, bien sûr. Je crois que j'ai une figure archétypique un peu dans la tête, comme ça, oui, que c'est toujours la même qui revient dans la bande dessinée. Parce que si on regarde, à part certains petits changements, les cheveux longs, courts, blancs, noirs, mais le visage et la ligne, c'est toujours la même. On raconte toujours la même histoire, la même figure. Comme ça. Et où avez-vous trouvé cette figure emblématique de la femme?
Dans la rue, surtout, dans la rue, je rencontre 10 fois par jour des femmes comme ça. Mais vous avez de la chance, hein, quand même. Oui, j'ai beaucoup de chance. Ce soir, nous avons la chance aussi. Bon. Bien sûr, bien sûr. J'ai la chance aussi ce soir. Et il faut dire qu'en face, une belle femme, je souffre de la syndrome de Stendhal. Donc je me bloque, je n'arrive pas à bouger, à parler, je ne dois pas la regarder. J'arrive juste à la dessiner. Et donc c'est pour ça que je dessine, je crois. Donc vous avez un état de sidération, on pourrait dire. Vous êtes sidéré. Oui. Mais c'est la vérité, c'est pas une blague. Est-il exact qu'avant, vous étiez sculpteur et que le fait de lire Barbarella est quelque chose qui vous a fait basculer dans le dessin de bande dessinée? Exactement, oui. Parce que j'ai travaillé avec un sculpteur espagnol qui s'appelle Berrocal, qui avait une femme française. Donc, elle recevait la nouveauté éditoriale de la France. Et j'ai connu Barbarella avant que les autres Italiens, parce que je l'ai connu à la librairie de cet sculpteur Berrocal. Et quand je l'ai découvert, j'ai découvert Barbarella et Jodelle, que c'est une autre grande histoire de Guy Pellin, en Belgique. Et bon, Jean-Claude Forest, bien sûr, de Barbarella. Quand je l'ai découvert, j'ai compris que ça, c'était mon boulot. Je dis, c'est ça que je veux faire. C'est la révélation. La révélation, oui, comme Saint Paul. Alors on a parlé de fantasme, de sidération, de révélation et des références absolues que sont pour vous Hugo Pratt et Fellini. Bien sûr. Je vous propose d'écouter Federico Fellini. En 1976, il tourne Casanova avec Donald Sutherland. On écoute les propos du maestro, comme on dit, sur ce film. Ascosi in ogni cuore, fra terra. Scena 37, 12 prima. Casanova c'è l'amore, la vita, l'avventura, la fortuna, perché oltretutto Casanova è anche un archetipo su cui si può proiettare proprio tutta l'immaturità, cioè il nostro aspetto da adolescenti. È chiaro che si sente protetta da un'immagine come quella di Casanova, perché è sempre molto elegante, molto vestito, vicino ai re, vicino agli imperatori, amato da tutte le donne, non lavora mai, gioca, vince sempre, va a cavallo, fa i duelli, quindi una specie, è come Zorro, la Primula Rossa, cioè degli archetipi di trionfatori assoluti, è come Mister America, come il Phantom, Mandrake, cioè delle persone vittoriose che sono dei miti molto molto infantili ma anche confortanti. J'ai l'impression qu'on vous reprochera d'avoir choisi des actrices non seulement pas très belles, mais que vous avez encore, elles aussi, défigurées. Non è una storia dal di fuori, è un viaggio dentro Casanova, quindi sono le donne che abitano dentro di lui, non sono le donne della realtà. Mi spiace, signore Dovecchi Contessa, io sono francese. Non ho mai sentito chiamare questo frutto col nome che vi avete dato. Con tutti i miei rispetti, signore, non è un... Et voilà Fellini tel que vous le dessinez. Fellini dont on ne sait pas suffisamment qu'il a beaucoup travaillé dans la bande dessinée, puisqu'il a travaillé notamment pour Flash Gordon dans les années 30. Donc ce sont des choses à dire. En quoi est-il pour vous la référence? Qu'est-ce que vous a appris cet homme? Bon, pour moi, alors, à propos de révélations, il y a eu une autre révélation avant Barbarella, que c'était 8,5. Et là, j'ai découvert une autre dimension, vraiment. Pour moi, c'est un film qui m'a marqué, vraiment. Et aussi, tous les autres films de Fellini, je l'attendais avec impatience chaque année, tous les 2 années. Et que vous apprend cet homme quand vous travaillez avec lui? Ah bon, quand je l'ai connu à travers Casanova, j'ai fait une petite histoire, un hommage à Casanova. Il m'a appelé au téléphone. Et moi, je n'étais pas à la maison. Ils m'ont dit d'appeler Fellini. Moi, j'ai dit, voilà, j'ai perdu l'occasion de ma vie. Et au contraire, les jours après, il a rappelé encore, il m'a téléphoné, il m'a invité à Cinecittà. Et quand je l'ai connu, j'ai eu l'impression de connaître l'histoire, une espèce de divinité, quoi. Pour moi, c'était vraiment une divinité, quoi. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à
à prendre confiance, à parler avec lui un peu décontracté comme ça. Et après, on a décidé de travailler ensemble. Il a commencé sa carrière en faisant la bande dessinée. Il a terminé sa carrière en faisant la bande dessinée. Milo Manara voyage à Touloum sur un projet de Federico Fellini pour un film en devenir. Ça, c'était publié chez Casterman il y a quelques années. Je remarque deux choses. C'est que dans cette page, par exemple, Casanova, bien sûr, votre modèle ou votre idéal de femme, inaccessible, inatteignable, sidérant, et puis la publicité. Et on rappellera à cette occasion que l'un des derniers combats de Fellini, ça a été de faire interdire la coupure, enfin, ou d'essayer en vain de faire interdire la coupure de ces films par la publicité. Et puis dans ce... Pas de ces films, hein, de films en général. Des films en général, mais aussi des siens, parce que... Oui, oui, bien sûr. Et dans ce texte, il est écrit notamment « La femme et le créateur de l'univers, aucun bonheur n'égale celui qu'elle procure ». Hein, c'est ce que... Oui. Ça vous convient bien à tous les deux. Et Hugo Pratt dans l'histoire, quand arrive-t-il ? Hugo Pratt, il y avait une amitié vraiment fraterne. Et on était tous les deux de la même région, donc on parlait tous les deux le même dialecte vénitien. Et donc on avait une confiance absolue avec Hugo Pratt. Moi, je suis vraiment orgueilleuse d'être le seul dessinateur pour lequel lui a écrit bien 2 scénarios. Donc ça veut dire que le premier, il l'a satisfait, quoi. Et on avait aussi un autre projet, mais la mort l'a coupé, bien sûr. Et donc, c'était une confiance. Quand on travaillait ensemble, c'était moi le metteur en scène, alors que Hugo Pratt, c'était le scénariste. Au contraire, avec Fellini, c'était lui toujours le metteur en scène. Moi, j'étais juste le chef opérateur, mais il a voulu toujours contrôler tout, changer, corriger, etc. Il a travaillé sur la bande dessinée comme il a travaillé sur le cinéma. Alors, dans votre galerie, il y a également Giuseppe Bergman. Ça, c'est votre personnage fétiche, emblématique. Il lui arrive de ressembler à Alain Delon, de temps en temps. Il a la même gueule que l'acteur français. Et il y a aussi, comment dirais-je, un personnage que j'aimerais citer, qui est Botticelli. Et vous dites la chose suivante, si Botticelli vivait aujourd'hui, il dessinerait de la BD. Oui, je le crois. Je n'ai pas le courage de le répéter, mais même, je le crois parce qu'il y a des illustrations de la Divina Comédie de Dante, de Botticelli. Il y a des illustrations coloriées terminées, mais il y a des autres qui sont juste dessinées. Ils ne sont pas encore coloriés parce qu'il est mort avant de les pouvoir terminer. Et donc là, c'est vraiment de la bande dessinée. Ce sont les traits de la bande dessinée, sublime bande dessinée, mais comment c'est de la bande dessinée. Donc je crois qu'aujourd'hui, comme l'art figuratif, il est en train de s'éloigner de plus en plus de la vie réelle. Enfin, on entend parler quand il y a un tableau qui coûte des millions d'euros, mais on ne parle pas beaucoup de l'art figuratif. Il n'y a pas une vraie présence. L'héritage de l'art figuratif, c'est la télévision, aujourd'hui c'est le cinéma. Alors que la bande dessinée, au contraire, a encore sa place dans notre société, peut-être par sa côté vous êtes là. Industriel, pour ça je suis ici. Le fait d'être reproduisible en série, ça lui donne la possibilité de continuer à survivre. Milo Manara, une question sur votre travail, noir et blanc ou couleur, et cette volonté que vous avez toujours de passer de l'ordinaire, une situation ordinaire, à une situation fantasmatique ou rêvée ou extraordinaire. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on est toujours dans un point de départ banal et quelque chose qui est vers l'onirique en permanence? Et le point de départ banal, c'est pour faciliter l'identification du lecteur, bien sûr, qu'il commence à être chez lui, à son âge, quand il commence à lire l'histoire. Et après, ça passe quelque chose d'inattendu. Parce que ce n'est pas la chronique du quotidien, ce n'est pas le journal, c'est quelque chose de différent. C'est la fiction, c'est le conte, c'est la fabulation, comme on disait Pasolini. Et donc, pour moi, c'est presque inutile de lire une vraie histoire comme ça. On est presque dans le jeu vidéo parfois. Oui. Et je sais que vous avez un site internet, etc. Donc vous êtes moderne aussi.
Ah oui, bien sûr, oui, j'essaie de rester au pas du temps, oui. Question sur le noir et blanc et la couleur. Qu'est-ce qui détermine le choix quand il s'agit de choisir une... Moi, je crois que la bande dessinée a les chances de survivance dans sa pauvreté. Parce que maintenant, le cinéma, avec les effets spéciaux, il peut vraiment raconter n'importe quoi. Et donc, on se trompe si on croit que la bande dessinée peut défier le cinéma sur son terrain. Alors, c'est la pauvreté, c'est les bas prix. Et donc, le noir et blanc, il y a encore grande possibilité. Enfin, les Japonais, ils font juste des noirs et blancs et ils vendent millions de copies en Japon. En même temps, le déclic qui est ce qui vous a fait connaître à partir de 1983 va être colorisé. Oui, il y a quand même un public qui a envie. Oui, il y a des lecteurs qui veulent voir le rouge habitués le rouge des lèvres. Ça, le Technicolor, oui. Ils n'aiment plus les couleurs. Mais quand même, moi, je veux toujours garder la version noir et blanc. Sauf les Borgia, parce que là, il s'agit d'une histoire qui... C'est horrible, hein. Qui est dans la... Oui, qui est horrible. Oh. Et qui est dans la Renaissance. Donc, les références iconographiques, c'est la peinture de la Renaissance. Alors là, il faut avoir les couleurs. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sang. Donc, Oui, c'est pas moi le scénariste. Qu'avez-vous entendu les uns et les autres de ce qu'a dit Milo Manara, Marianne Denicourt? Moi, je pense percevoir quelqu'un qui aime beaucoup les femmes, qui les fantasme même, et je trouve ça magnifique. Moi, je vois que des dessins sublimes, et je trouve que voilà, c'est très agréable, parce que c'est pas toujours le cas, que c'est vrai qu'il y a une période où pas seulement l'islam, mais à différentes périodes de l'existence et de l'humanité, il y a toujours eu une menace, une crainte. Toutes les religions monothéistes se sont abominablement méfiées des femmes qui déviaient de l'amour de Dieu. Et... Sorcières. Oui, absolument. Et là, voilà, surtout de les voir dans la rue tout le temps, c'est bien le signe. C'est très beau, c'est bien le signe d'une attention et d'un regard. Et de la chance. Messieurs. Moi, j'ai beaucoup apprécié le choix du pourquoi le noir et blanc, alors qu'on s'attendait à une réponse artistique. Et en fait, c'est une réponse en fonction du cinéma américain et des effets spéciaux. Et je trouve ça remarquable parce que, évidemment, il y a le côté artistique. Quand on voit le dessin, qui est magnifique. Mais ça vient, c'est une réaction qui est formidable. Ne pas lutter contre le cinéma, parce que le cinéma a des atouts et des armes aujourd'hui. C'est vrai qu'on ne sait plus avec les effets spéciaux où s'arrête la réalité. C'est extraordinaire. Mais surtout, ne pas lutter sur le même plan. Trouver autre chose, être plus intelligent et plus rusé, et ça donne, voilà. Et pour vous, Percy? Écoutez, moi, comme je suis très grand amateur de bande dessinée, je n'ai pas beaucoup entendu parce que j'étais pris dans l'émotion d'écouter monsieur. Voilà. Non, c'est vrai, je suis un très grand amateur de vos bandes dessinées et de la bande dessinée en général, et j'aime beaucoup cette forme d'art parce que je trouve que c'est comme ça laisse, quoi que ce soit, que l'imaginaire de l'artiste joue un grand rôle. Néanmoins, il y a toujours une place pour l'imaginaire de celui qui reçoit l'image. C'est le lecteur qui fait le boulot, quoi. D'une certaine manière, et c'est tant mieux. Encore heureux. Contrairement au cinéma qui nous empêche, en fait, souvent d'aller au-delà de lui. Il y a de l'érotisme chez Percy Kemp, hein. C'est pas le thème de votre livre, mais je vais en citer un petit exemple, je trouve que ça va bien avec le Kama Sutra, par exemple, chez Manara. Elle était très excitée maintenant, pourtant les symptômes de son excitation n'étaient visibles nulle part. Elle avait toujours les yeux fermés, elle n'avait pas esquissé le moindre geste déplacé, et pas un râle, pas un gémissement ne lui avait échappé. Tout au plus, un fin observateur aurait-il pu remarquer que sa respiration s'était faite plus saccadée, ses battements cardiaques plus rapprochés, et que ses orteils exerçaient à présent sur le matelas une pression qui lui faisait lever imperceptiblement le bassin pour tendre vers l'objet incongru qui la pénétrait. C'est une brosse à dents. Marianne, et oui, ça c'est l'humour de Percy Kemp. Voilà, comme ça on a évacué cette question-là, mais et on reviendra sur le spéculaire et le miroir tout à l'heure. Marianne Denicourt, quand on regarde des interviews, quand on lit des interviews de vous, il y a cette idée de faire l'actrice. Et pourquoi est-ce que vous faites l'actrice? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas actrice? Oh non, c'est-à-dire c'est tout simplement une façon
le plus humble et le plus artisanal possible d'aborder ce travail. Je pense que c'est comme, pour moi, être actrice, parce qu'évidemment on l'est, pas que ça bien sûr, mais on l'est, c'est comme faire un beau sabot. Vous voyez, enfin, il y a quelque chose de bien faire son travail. L'artisanat. D'artisanat, absolument. Je pense que c'est un métier, c'est être interprète. Et un interprète se doit d'être au service d'une œuvre, d'une pièce, d'un film, du désir d'un metteur en scène. Et qu'il faut, voilà, bien... Donc c'est surtout ça, c'est... Voilà... Dites-moi comment... Bien faire le mieux possible son travail. Comment faites-vous pour pleurer? Autrement dit, comment est-ce que vous incarnez le chagrin? Comment est-ce que vous vous mettez en état de pleurer? Tous les états, en passant du rire aux larmes, disons à peu près tous les états émotionnels, nerveux à jouer, il ne faut évidemment pas les chercher, parce que la volonté n'a rien à voir dans le jeu de l'acteur. Il faut tout simplement, et ça je pense que c'est quelque chose qui s'acquiert avec beaucoup de temps, se connaître et savoir se rendre disponible à être traversé en fait. C'est-à-dire que moi je ne pense pas qu'il faille préparer des choses extrêmement... il faut prendre le risque de laisser les choses advenir. Et ça se prépare. Et au fur et à mesure des films, du travail, des rencontres, on apprend à faire ça. Je crois que c'est vraiment comme apprendre à jouer d'un instrument, sauf que l'instrument, eh bien, c'est soi. Donc ça peut être extrêmement compliqué et encombrant quelquefois, mais c'est un peu de ça dont il s'agit. Alors on va parler de la question suivante. C'est l'idée qu'à chaque fois qu'on est acteur ou comédien, on enlève une peau, et c'est d'aller au plus juste de son jeu. Je note simplement que vous avez travaillé avec Rivette ou Doyon, dont vous avez été la co-scénariste, Romain Goupil, Giraud, Bresson, Jacquot, au théâtre Vitesse, Chéreau, la première fois c'était Hamlet à Avignon, enfin en tout cas la première fois officielle, et Desplechin aussi. Je pense à une chose que vous dites, vous ne vous considérez pas comme une star, et vous avez cette expression, je suis très forte en effacement. Bon, je ne me souviens pas. Or, par rapport à à la galerie de portraits que je viens de dresser, on n'a pas l'impression que vous avez eu peur de quoi que ce soit dans votre parcours professionnel. Non, ça, je pense que s'il y a bien une qualité que doit avoir un acteur, c'est être assez courageux finalement. Sauf une fois où vous êtes tiré d'un tournage en Italie, je crois. Voilà. Bon. Ma mère est italienne, j'aime l'Italie comme... Mais cette fois-là, oui, je suis partie. Mais sinon, je ne sais plus ce que je disais. L'effacement, la timidité. Oui. D'abord, je pense qu'il faut être courageux, parce que c'est un métier assez invraisemblable, surtout au théâtre, vous voyez, tout d'un coup... au nom de quoi arriver. Mais oui, je ne pense pas qu'on est forcé... Oui, c'est vrai que moi, j'ai toujours été assez réservée de caractère. Ma foi, c'est comme ça. Vous voyez, c'est pas un choix. Et je suis de nature plutôt discrète. Voilà. Alors, même si ça peut paraître paradoxal, je ne pense pas que ce soit si contradictoire finalement. Dans les repères biographiques, on en citait tout à l'heure, je parlais de Lumumba pour le musicien. Vous avez un père professeur et écrivain. Il a écrit des essais, notamment sur les hôpitaux psychiatriques. Et à un moment, c'est purement anecdotique, mais vous l'avez aidé un jour à vendre l'UMA. Voilà, absolument. Sur les marchés. Et aujourd'hui, vous voilà dans la ville. Ouais. La ville, qui est un auteur britannique, comme les auteurs britanniques savent écrire le théâtre. Vous avez été joué en région. Aujourd'hui, vous êtes à Paris au Théâtre des Abbesses. Quel est le thème de ce spectacle, enfin de ce théâtre-là? On a peur, paradoxalement, quand on voit la pièce. On est dans l'ambiguïté permanente. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une chose, comme vous expliquiez pour rentrer tranquillement, c'est d'un couple. Et c'est une histoire d'un couple qui ne va pas très bien. Ça parle de ce couple. Lui est un homme qui travaille dans une multinationale qui se retrouve au chômage. Et elle est une traductrice qui a le désir d'écrire suite à une rencontre. Avec ça, il se met à parler non seulement du couple, mais également de la violence du monde libéral, de la violence du monde moderne. Il se met à parler de la guerre, il se met à parler de la violence du monde avec essentiellement toutes les guerres qui ont eu lieu depuis quelques années. Et puis des voisins qui regardent, c'est-à-dire on s'observe. Ces voisins qui s'observent. Et puis au bout d'un moment, on se rend compte qu'en fait, il y a une énigme
il y a un problème de perception, on ne sait pas si c'est une réalité ou une fiction, et surtout, de toute façon, peu importe, à vrai dire. Parce que est-ce que peut-être que la réalité est plus fictionnelle que la fiction, et comme il y a un problème de l'écriture et que peut-être on découvre que Claire, en partie, a inventé la pièce... Vous êtes Claire. Voilà, le personnage a inventé en partie la pièce qui vient de se dérouler, on se dit, de toute façon, tout est vrai, puisque je l'ai inventé. Et je pense que ce mari est également son mari, mais dont elle a fait un personnage de sa fiction. Question, est-ce qu'on est la réalité ou la fiction créée par le regard de l'autre? Oui. Ça revient. Et puis, comme moi, ça m'a fait penser à La vie est un songe. Et, voilà, la vie est un songe et les songes, rien que des songes. C'est-à-dire que de toute façon, ce problème se pose tout le temps. Extrait. Oups. Ça, c'est en plus... Oui. C'est toujours dur, hein. En plus, c'est pas un extrait en présentation. C'est un document de travail. Je ne réponds de rien. Pièce de Martin Krimp, c'est traduit par Philippe Jean. C'est mis en scène par Marc Paquin, joué au Théâtre des Abbesses à Paris. Dans l'extrait que nous avons choisi, le personnage que vous incarnez s'apprête à décrire à son mari, qui est André Marcon, sa dernière rencontre avec un écrivain, qui s'appelle Mohamed, et vous étiez parti, et quelque chose est en train de se nouer de la bizarrerie de cet échange. Je dois entrer, vous devez me laisser parler. J'ai besoin de confesser quelque chose. Ne fermez pas la porte. Alors que faire? Tu vois un peu, Mais essaie de comprendre. Car voilà un homme que je respecte énormément à cause de tout ce qu'il a enduré, de tout ce qu'il a écrit. Donc je le laisse entrer dans ma chambre. Et il s'assied devant la fenêtre, que j'ai laissée ouverte à cause de la chaleur, et il me dit « Mon enfant est mort. » Je dis « Comment ça, Mohamed, votre enfant est mort ?» Il dit « Oui, elle a été renversée par une voiture. Elle est morte, ma belle-sœur vient de m'appeler. » « Mais vous voulez parler de la petite fille que j'ai vue à la gare ?»« Oui, dit-il, Leïla, elle traversait la rue pour poster une lettre. » Et il reste assis là, le regard baissé sur ses mains. Attendant que tu le réconfortes. Quoi? Il attendait que tu le réconfortes. Eh bien, forcément, oui, bien sûr que j'ai pensé à aller vers lui, que j'ai pensé à mettre mes bras autour de lui, que j'ai pensé à essayer de le réconforter. Alors, combien? Ça va? C'était une répétition. Mon travail. Comment est-ce que vous faites alors, ce que j'aime bien dans cette pièce, c'est que je trouve qu'elle est résolument contemporaine. Autrement dit, tout à l'heure je disais ces ambiguïtés de dialogue qui existent aujourd'hui. Il n'y a pas de raison de craindre particulièrement. Or, dans les mots et dans l'environnement, la crainte est là. C'est complètement diffus. Absolument. Alors, en ce qui concerne cet aspect de la pièce, c'est-à-dire cet écrivain, ça parle aussi, elle désire, à un moment dans la pièce, elle a le désir d'écrire. Et elle y renonce, un peu plus tard, là, dans ce passage-là. Elle y renonce parce qu'elle prend conscience qu'il y a un prix à payer extrêmement cher, et elle réalise, d'une certaine manière, la monstruosité de l'écriture. Et elle choisit de ne pas écrire, délibérément, et elle se sent même soulagée, à cause justement de cette histoire où l'écrivain va dire que quand il a réalisé qu'il a eu une exaltation, quand il a réalisé que sa petite fille morte allait pouvoir servir à donner plus d'intensité à son travail. Du matériau. Voilà, et elle ne supporte pas, et elle renonce. Quelle est l'idée de cette ville qu'elle crée à l'intérieur d'elle? Qu'est-ce que c'est que cette ville? Alors c'est plein de choses. C'est son inconscience, c'est son histoire? Je crois que c'est tout. Je crois que c'est évidemment elle-même, son inconscient, je crois que c'est les gens dont elle est entourée, je crois que c'est son imaginaire. Et voilà, c'est assez beau, je trouve, comme métaphore d'ailleurs, d'imaginer qu'elle a une ville à l'intérieur d'elle et qu'en se promenant dans cette ville et en rencontrant les gens, elle va créer des histoires et inventer des personnages. Marianne Denicourt, ailleurs, c'est-à-dire, ça peut être au cinéma, bien sûr, mais c'est aussi dans Envoyé spécial, par exemple. Hein. Donc là, il y a un travail pas seulement de scénariste, mais de cinéaste aussi. Au passage, je note cette formule que j'aime bien, que j'ai piquée à mon confrère Luc Levaillant dans Libération du 19 octobre 1999, dans un portrait qu'il vous consacrait. Il écrivait ceci: « Car Denicourt a le chic pour refuser de souffrir. Elle aime tant repeindre le ciel en bleu qu'elle se permet même de transformer ses cicatrices en fossettes. » Des cicatrices, il y en a beaucoup en Afghanistan. Et vous êtes allé en Afghanistan passer du temps
C'est important, cette idée du temps passé là-bas. Pour faire un film qui s'appelle Nassima, une vie confisquée, qu'est-ce qui faisait votre intérêt pour ce voyage et pour dénoncer pas seulement l'illettrisme en Afghanistan, mais surtout ces jeunes femmes, ces enfants qu'à 5 ans on promet déjà à l'homme? En fait, d'abord je suis allée 2 fois, je suis passée un peu plus de 4 mois là-bas, parce que je pense que c'est une culture très différente, que j'avais besoin de comprendre. Il y avait plein de choses que j'avais besoin de comprendre, notamment sur tout ce qu'on disait par rapport aux femmes. J'ai fait un film effectivement sur une petite fille qui devait être mariée, mais je n'ai pas fait un film contre les mariages forcés. J'ai fait un film sur les mariages forcés, en donnant la parole à tout le monde, en essayant de comprendre les points de vue de chacun, pour comprendre de quoi il s'agissait. Parce que il y a trop de choses qui sont trop rapides et sans intérêt quand on juge. Alors maintenant, c'est vrai que c'est un pays très très difficile, et ce qui est sûr, c'est qu'on voit que l'abandon dans lequel ces gens sont permet qu'il y ait ces choses-là, parce que ça n'avance pas, et donc que ces choses terribles se produisent. Mais qu'il y a beaucoup de promesses faites qui ne sont pas tenues. Et je note bien qu'il ne s'agit pas de condamnation ou de dénonciation, il s'agit simplement d'essayer de comprendre. On est qu'à laisser de comprendre. D'essayer de comprendre, même si, bien évidemment, je pense que les enfants de Nassima à 9 ans, une petite fille ne doit pas être mariée. Bien sûr. Évidemment. En tout cas... Oui. Mais c'est aussi poursuivre et pour aider autant que possible le travail d'une association qui travaille à l'éducation. Parce qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'argent pour faire des écoles et des professeurs. Extrait de votre film, si vous permettez. C'est pour ça qu'on a mis la petite à l'école. Parce qu'ici, on lui donne du riz avec l'accompagnement et du pain et de la farine. Je vous jure que c'est pour ça qu'on l'a envoyée à l'école. Parce que ses études, on s'en fiche. Mais regarde, moi j'ai étudié et maintenant j'ai un travail et de quoi manger. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'elle n'aille pas à l'école et qu'elle reste 100 ans à la maison. Qu'elle n'aille pas à l'école. Oui, qu'elle n'aille pas à l'école. Déteste l'école. Il se demande à quoi ça sert. On n'est pas là pour vous créer des ennuis. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire qu'elle vienne dans votre école ou qu'elle reste à la maison? Mais nous, on se dit, si on sauve une seule personne, Dieu sera content de nous. Mais oublie de la sauver, oublie-la. Je vous en supplie, oubliez-la, laisse-la. Nous sommes des centaines à être illettrés. Il y en a d'autres là-bas aussi. Et elle, on la rajoute, c'est tout. Ça aurait été bien qu'elle continue d'étudier. Oui, ça aurait été bien. Mais c'est le destin des enfants pauvres de ne pas avoir d'avenir. Un jour, elle ira à l'école, mais le lendemain, elle devra se mettre au service des autres et courir après une bouchée de pain. Elle étudiera si Dieu le veut. Voilà, c'est le constat le plus triste, c'est ça. C'est ça, c'est qu'il n'y a pas la possibilité. Ils ne comprennent pas parce qu'ils sont trop abandonnés. C'est un peuple où il y a eu 30 ans de guerre. Ils ne comprennent pas. Cette femme, c'est extraordinaire, cette tante. C'est elle qui insiste le plus pour que la petite aille se marier, parce qu'elle ne comprend pas d'autres issues pour elle. Et c'est là où le travail est à faire. C'est pas de condamner, c'est de travailler en amont, évidemment. Si on vient à la société française, vous faites partie de ces acteurs qui signent des pétitions, ou ces actrices, pardon, ou ces acteurs, terme générique, qui signent des pétitions, qui s'engagent, etc. Ça peut évidemment m'arriver quand je pense que ça a un sens, je le fais bien sûr. Est-ce que l'artiste a ce rôle-là aujourd'hui Je pense ni l'artiste, je pense que tout homme et femme a une responsabilité, qui prend ou qui ne prend pas. Moi je pense que ça n'existe pas de ne pas être concerné ou de ne pas être engagé, entre guillemets. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que si on dit ne pas l'être, on est du côté du fort. Mais on l'est forcément. Donc oui, moi je pense qu'il faut toujours faire des choix et les assumer, même si on se fait critiquer. Vous êtes superstitieuse? Pas du tout, mais j'ai des superstitions stupides quand je monte sur scène. Par exemple? Pas de verre.
C'est pareil, vous savez, la productrice d'émission a toujours des vestes. Si jamais quelqu'un vient en verre, on a des vestes prêtes pour éviter qu'il y ait du verre sur le plateau. Parce que je suis tout à fait rationnelle, mais je ne veux pas avoir de verre sur scène. C'est idiot. Messieurs, qu'avez-vous entendu de cette star? Pour moi, j'ai honte de mes petites histoires en voyant les choses sur l'Afghanistan. Mais j'ai aussi une curiosité, c'est passé quelque chose de désagréable en Italie, au cinéma ou au théâtre? Au cinéma. Le cinéma italien, c'est... Je comprends. Mais j'adorerais travailler en Italie. Là, c'était vraiment... C'était circonstanciel. Oui, c'est tout à fait, oui. Persikamp, ou comme vous voulez. Allez-y. Oh. Moi, je suis de plus en plus fasciné par le théâtre. Donc, tout ce que vous avez pu dire sur le théâtre m'attire de plus en plus. C'est quelque chose que je m'amuse à découvrir à l'écriture très, très modestement. Et c'est très excitant. Moi, à l'école, je refusais, parce qu'à l'école, on nous amenait au théâtre. Alors, par principe, je refusais. Et bon, évidemment, depuis, j'y suis allé. Mais je découvre de plus en plus ce plaisir-là. Je découvre de plus en plus la folie de ces acteurs qui sont là. Et ça rejoignait presque tout à l'heure la science-fiction dont on parlait par rapport au cinéma américain. Mais imaginez une femme sur scène et imaginez qu'elle a une ville à l'intérieur d'elle-même. Je trouve ça extraordinaire et je ne vois pas comment, à part le théâtre, de la littérature, on pourrait arriver à ça. Ça, je vois là. Théâtre dont vous dites qu'il demande un engagement du corps beaucoup plus important que le cinéma. Parfois. Oui, c'est très physique. Et Krimp, juste, il écrit comme on parle. Mais en même temps, c'est un grand styliste, donc c'est très agréable à jouer. Il a une chose très simple dans sa façon d'écrire, c'est très bien. Écoutez, outre la remarque de Madame sur la monstruosité de l'écriture, que je ressens effectivement, parce que... Mais ce n'est pas un défaut. Non, pas du tout. Non, je pense que c'est vrai qu'il y a quelque chose de monstrueux. Mais moi-même, en allant faire le film en Afghanistan... Oui, de vampirien, on pourrait dire. Ce qui m'a frappé dans ce que vous avez dit, c'est cet effort, cette conscience que vous prenez que l'ego empêche l'acteur de faire ce qu'il doit faire, c'est-à-dire communier en amont avec le metteur en scène et en aval avec le public, que c'est un frein, effectivement. Et la différence que vous faites entre l'acteur star, qui se joue en fait, et celui qui essaye d'effacer son ego pour vraiment jouer, vraiment. Voilà. Musique, s'il vous plaît, avec So Calmeri. Alors tout à l'heure, je disais qu'on avait entendu Brand New Day is Coming. En fait, c'est cette chanson qu'on va entendre maintenant. Et tout à l'heure, on a entendu Regea. En tout cas, il y aura eu 2 titres du dernier album, Braca System. On vous écoute, So Calmeri.
the future. Everything we need, everything we want. With love we can make it, with the clarity and strength. Just keep the harmony. In what useless we shall live. All what we need is love. Give love as much we can. Break away the chun, break away the chun. Break away the chun, break away. Break away the chun, break away the chun. Break away the chun, break away. Break away the chun. Break away the chun, break away. Break away the chun, break away the chun. Break away the chun, break away. The motherland, let's get together, brand new day, brand new day, brand new. Sokal Merhi, accompagné à la guitare par Grégory Louist à la batterie, Yann Negrit à la guitare et Rodi Serraillon à la basse. Je vais lire du Percy Kemp, si vous permettez, Sokal Merhi. Je vais sortir. Et Percy Kemp, Le vrai cul du diable, c'est un roman. Elle semblait n'exercer aucun contrôle sur son image spéculaire. Et quand, se grattant la tête à la recherche d'une explication logique à cet étrange phénomène, elle passa et repassa pensivement devant le miroir, elle vit bien que son reflet prenait son contre-pied en allant systématiquement dans le sens opposé. Lorsqu'elle allait vers la droite, son reflet allait vers la gauche, et lorsqu'elle allait à gauche, lui allait à droite. Elle avait beau faire, elle n'arrivait pas à attraper son reflet. Elle ne faisait que le croiser et se voyait condamnée à jouer à cache-cache avec son image fugace dans la glace. Ce reflet semblait exister tout à fait indépendamment d'elle, dans quelque espace tridimensionnel, de l'autre côté d'un miroir, qui ne serait pas tant une surface plane qu'un monde à part. Et voilà le vrai cul du diable, autrement dit, voilà l'abîme véritablement, l'abîme véritable et l'abîme de perplexité dans lequel vous nous mettez, Percy Kemp, avec cette histoire de miroir vénitien. Pourquoi est-ce que vous avez pris cette idée d'un miroir qui ne reflète pas, comme tous les autres miroirs, la réalité, si tant est qu'il y en ait une? Ce n'était pas une idée, c'était une sensation, littéralement une sensation. C'est-à-dire que j'avais entendu parler de ce miroir véridique qui n'inverse pas l'image qu'on a de soi quand on se regarde dans un miroir, mais qui renvoie une image fidèle, littéralement une copie conforme de l'objet qui se reflète dans le miroir. Et j'ai décidé de l'acheter, et quand je l'ai acheté, j'ai eu le malheur de m'y mirer. Et j'ai eu un choc, un véritable choc, parce que ça ne correspondait pas du tout à l'image que j'avais de moi-même. Et je n'avais aucun contrôle sur mon reflet, du moment que quand je levais la main droite vers le miroir, la main apparaissait à ma gauche dans le miroir. Et j'ai enfermé ce miroir dans un placard pendant 3 ou 4 ans, n'osant pas le regarder, et puis je me suis dit, quand même, je vais écrire dessus. Donc c'est une sensation beaucoup plus qu'une idée. Est-ce que vous êtes un écrivain des sens? Parce que quand je reprends Musc, publié il y a quelques années maintenant, l'histoire, le héros perd son parfum, Monsieur M se suicide, parce que le parfum qu'il utilisait a disparu. Une multinationale a racheté son parfumeur et le musc naturel était devenu un musc de synthèse, et cet homme se suicide. Et là, dans Le vrai cul du diable, cette jeune femme qui est la conseillère d'un prince qu'on imagine sans mal très, très près d'ici, hein. On n'est pas loin du 8e arrondissement de Paris, mais bon, c'est cet ordre. Cette femme ne supporte pas, et ça l'emmènera très loin dans ce qu'elle fera. Lisez les dernières pages, je ne vous les dirai pas, mais elle ne se supportera pas de se voir telle que la montre ce miroir.
En fait, ce qu'elle ne supporte pas, c'est de se rendre compte, c'est une femme très carrée, c'est une femme de tête, une femme de cœur aussi, mais néanmoins surtout de tête, qui a toujours voulu que son être et son paraître coïncident. Et soudain, devant ce miroir, elle se rend compte que ce n'est pas du tout le cas, qu'elle n'a jamais été comme elle pensait qu'elle était, et qu'elle ne pourrait jamais être en adéquation en même temps avec les autres et avec elle-même. Et qu'entre les deux, il lui fallait choisir. Être en adéquation avec soi-même ou avec les autres. Elle n'arrive pas à concilier les deux. Et quoique intellectuellement, elle comprend tous les avantages politiques qu'elle peut tirer de ce miroir qui nous montre vraiment tel que nous sommes. La transparence. Émotionnellement, elle n'arrive pas, je pense, à supporter, et d'où le conflit interne qui se crée en elle et qui la pousse à faire des choses... Vous en êtes sorti du conflit interne? Moi, j'ai écrit le livre. Mais je reviens à cette idée de l'écriture sur l'essence. Donc là, avec Musc, c'est le parfum. Là, c'est avec l'image. Dans un autre roman, c'est la sensation et c'est l'absence de toucher. Pourquoi est-ce que vous êtes obsédé par le sens? Enfin, en tout cas, on a l'impression qu'il y a une récurrence de cette thématique. Je ne sais pas si je suis obsédé. Ce que je peux dire, c'est que mes 3 livres sur l'essence sont tous les 3 partis d'une sensation et pas d'une idée ou d'un sentiment. J'ai écrit d'autres livres qui sont partis d'une idée. Là, c'est vraiment parti d'une sensation. Et ça s'est fait que c'est sur l'essence, parce que c'était des sensations... que vous avez éprouvées. Du toucher, de l'olfactif et de la vue. Face au miroir, écoutez ce que dit Pistoletto. On est toujours chez les Italiens. Michelangelo Pistoletto, une partie de son œuvre se joue dans ce rapport de l'individu et de son miroir. Il était dans Des mots de minuit, c'était le 17 septembre 2008. J'ai réduit l'icône dans le miroir, c'est-à-dire le vide. Et j'ai commencé à diviser ce vide, c'est-à-dire ce miroir, en 2. Les 2 miroirs... Vous les cassez, les miroirs, hein? Je l'ai divisé, coupé en 2. Parce que je voulais que le miroir se recrée en lui-même, qui produit une inspiration vers lui-même dans son intérieur. Alors, en divisant le miroir, je l'ai multiplié. Un miroir regardant l'autre se multiplie. Donc, à partir de 2 miroirs, j'ai eu un 3e miroir, qui est la réflexion de l'un dans l'autre. Et après, en fermant l'angle entre les 2 miroirs, j'ai eu 4 miroirs, 5 miroirs, jusqu'à l'infini quand les 2 miroirs sont face à face. C'est angoissant, votre histoire, c'est-à-dire être capable de voir le passé, le présent, donc d'être capable d'habiter le temps. Oui, le miroir nous donne le temps, bien sûr. Mes tableaux miroirs sont là pour nous montrer ce qui se passe tout le temps dans le présent. Commentaire, Persikem, sur ce que dit Pistoletto? C'est là aussi un abîme, hein? Oui, c'est un abîme, mais pour lui, il fait jouer des miroirs contre des miroirs, en fait. Alors que là, moi, je mets comme dans un duel, face à face, un miroir et un être humain, et j'essaye de voir qui va gagner, et finalement, c'est le miroir qui gagne, parce que l'ego s'effondre face à cette incapacité de connaître sa propre image et de la maîtriser. Votre héroïne, à un moment, est fascinée par la révélation, quand elle va encore bien, hein, quand son ego ne s'est pas encore effondré, et elle se dit qu'elle va pouvoir conseiller cet homme politique vers une société de la transparence totale. Oui. Et donc là, on a une forme d'allégorie politique sur le système politique qui est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire que... Je ne pense pas que ce soit une allégorie, c'est la réalité. Très direct, à mon sens. Oui. Ouais. Je pense vraiment qu'on rentre dans l'ère de la transparence. Et alors, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que l'ère politiquement, puisque votre livre est aussi un livre politique, qu'est-ce que c'est que la transparence? Politique. Cette transparence-là que vous dénoncez? Écoutez, à mon sens, je peux prendre un exemple très simple, c'est notre rapport aux caméras de télésurveillance et notre rapport à la caméra qui nous filme actuellement.
C'est-à-dire, d'un côté, l'idée qu'à Londres, par exemple, chacun d'entre nous soit photographié à son insu 500 fois par jour nous choque, et on dit c'est une atteinte à la vie privée, à notre intimité, etc. Mais de l'autre côté, on vient volontairement, à la télé, déballer plein de choses, et parfois il y a des gens qui parlent de leur vie privée d'une façon vraiment étonnante. Donc, à mon sens, cette ère de la transparence, c'est l'effondrement de l'ego, finalement. C'est-à-dire, je pense que nous rentrons dans une société où l'individu, qu'on a tellement chanté depuis la Renaissance et mis au centre de l'univers, se voit déplacé au profit du système et on devient des fonctions. Parce que les caméras de télésurveillance qui nous filment ne me filment pas moi, en tant que Percy Kemp, ou vous, en tant que Philippe le fait. Elles filment un corps qui agit dans un espace donné. Mais ce corps n'est identifiable que s'il fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Par exemple, piquer quelque chose, ou courir alors que tout le monde marche lentement, ou inversement, marcher lentement pendant que tout le monde court, etc. Donc c'est ça la transparence, c'est l'idée que de plus en plus notre ego est en train de s'effondrer. Vous voyez le clonage, les greffes, des greffes de visage, etc. Et nous n'arrivons pas à accepter ça. Lui et ses empreintes rétiniennes, lui et sa banque d'ADN, lui et ses taupes, lui et ses infiltrés. Donc là, votre héroïne fracasse l'espionnage d'Ancien Régime. L'espionnage d'Ancien Régime. L'État n'avait que faire de ces fichiers informatiquement croisés et des agents secrets qu'il entendait patiemment former et tout aussi patiemment infiltrer, d'autant qu'il faudrait des années avant que sa méthode ne commence à donner des résultats tangibles et électoralement convertibles. Ce n'étaient pas les guerriers de l'ombre de Yann, agissant loin des feux de la rampe qui serviraient à Noël de tremplin pour accéder à la présidence, Noël étant le futur président, actuellement ministre. Ce qui lui servirait, ce sont les héros et les victimes. Héros et victimes qui agiraient et périraient au grand jour, au vu et au su de tout le monde, et dans la plus grande transparence. Héros et victimes qu'on décorerait et qu'on inhumerait publiquement au rythme vibrant des scolies dithyrambiques et des traînes tragiques que composeraient pour eux les aèdes attitrés du monde civilisé. Je pense qu'on n'est plus dans l'intimité. De plus en plus, on nous demande de tout faire publiquement. On est vraiment devenu public. C'est-à-dire que nous avons pensé à servir les images et maintenant, à mon sens, les images se vengent de nous. C'est elles qui prennent le contrôle de notre contrôle. Nous sommes sous le contrôle des images. Un peu avant aussi, très démonstratif politiquement. Le dispositif Vigipirap n'était pas là pour protéger le public, mais pour lui rappeler la présence de l'État. En sus, cet ingénu n'avait qu'un but en tête, éloigner le spectre de la terreur qui planait sur la société. Or, vous dites, il n'avait pas saisi que la guerre contre le terrorisme ne pouvait pas... il n'avait pas saisi que cette guerre contre le terrorisme que l'on ne pouvait évidemment pas perdre, on ne pouvait pas non plus la gagner. Et donc, il faut en profiter. J'en viens à votre deuxième métier, qui n'est pas celui d'espion, mais vous êtes consultant, et donc vous vous intéressez à la géostratégie, à la géopolitique. Quand vous voyez... par exemple, pour vous qui conseillez sur les zones à risque, quand vous voyez arriver Barack Obama, penser une politique étrangère centrée sur l'Iran et sur l'Afghanistan, est-ce que ça vous semble porteur de changements géostratégiques importants? Si j'avais moi allé investir en Afghanistan ou en Iran, hein, si vous étiez mon consultant. Ou est-ce que c'est de la rhétorique? Enfin, tout est rhétorique, mais ce n'est pas que de la rhétorique. Je pense que, enfin, puisque vous parlez d'Obama, je pense que ce qu'il souhaiterait faire, lui, par-delà la rhétorique, c'est recréer le lien qui a de tout temps existé jusqu'au 11 septembre entre la politique interne américaine et la politique étrangère américaine. De sorte que la politique étrangère ne soit que la continuation de la politique de domestic politics, disons la politique interne, par d'autres moyens que pour paraphraser Clausewitz. Ce qui s'est cassé avec le 11 septembre et l'arrivée des néoconservateurs au pouvoir, qui ont deux facteurs qui ont coïncidé, qui a fait que la politique étrangère américaine a commencé à fonctionner en roue libre, indépendamment de la politique interne américaine, c'est-à-dire que cette politique étrangère ne reflétait plus les aspirations
et la volonté légitime ou non du peuple américain, le dynamisme économique ou autre américain. Et je pense que ce qui pourrait se passer maintenant, c'est que ce lien se recrée, et s'il se recrée, on devrait avoir moins de démesures. Quel rapport, Percy Kemp, y a-t-il entre un espion et un romancier ? Puisque vous avez une thématique sur l'espionnage, le système Boone, le Muezzin de Kit Kat. Est-ce qu'on peut comparer l'espion au romancier ? Je pense à ce que Madame disait sur la monstruosité de l'écriture, c'est-à-dire qu'un espion comme un romancier, c'est quelqu'un, je pense par exemple à Somerset Maugham ou à Graham Greene, qui allait dans les dîners et qui littéralement piller la vie des gens parmi lesquels il vivait. Et l'espion fait la même chose. Il pille les gens qui sont autour de lui. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on sait qu'il y a un écrivain à dîner, mais bon, après le deuxième verre, on oublie qu'il est écrivain. Il commence à parler. Et puis, tout comme l'espion ou tout comme l'écrivain, l'espion nous fait vivre dans un monde imaginaire qu'il a créé. Il crée une fiction. Il dit « je suis représentant de commerce » ou « je vends des voitures d'occasion » ou bien je suis dans l'informatique. Il y a beaucoup de points communs entre les deux, effectivement. Percy Kemp, né à Beyrouth, père britannique, mère libanaise, éduqué chez les jésuites. Personne n'est parfait. Pourquoi aujourd'hui apprenez-vous le grec ? Donc vous êtes Parce que je vais vivre en Turquie. Non, je plaisante. Ça, c'est votre humour à la britannique, mais est-ce qu'il y a une volonté d'aller revisiter l'Orient, alors que là, vous avez été très occidental jusqu'à présent. Oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce que vous retournez vers l'Orient ? Il est plus dialectique, l'Orient ? Je ne sais pas. Disons que si j'ai à choisir entre les Grecs et les Troyens, je pense que je choisirais les Troyens. Messieurs, madame, commentaires sur Percy Kemp et ses, j'allais dire ses affabulations. Moi, j'adore ce titre. Le titre de roman, je le trouve assez extraordinaire, je le trouve très savoureux, et on a vraiment envie de savoir ce que c'est que ce vrai cul du diable, et savoir que quelqu'un le sait en plus, on est presque jaloux, parce que... Dites-nous, Percy. En fait, c'est le nom qu'au Moyen-Âge, on donnait assez volontiers au miroir, qui était censé être... un objet de vanité. Il y a une belle gravure du XVe siècle montrant une belle en train de se mirer devant un miroir, et il y a le diable derrière lui qui lui montre son derrière, et dans le miroir se reflète non pas le visage de la belle, mais le cul du diable. Commentaire, Mila? Pour moi, c'est très fascinant. Ça m'a donné une grande envie de lire les livres. Et puis de se précipiter sur un miroir, je vous promets. Mais c'est déjà traduit en italien, les livres? Non. Non, pas encore? Non. Il est à peine traduit il est à peine paru en français, non. Il sort Cherche Midi, c'est tout récemment. Marianne? Non, puis moi je suis tout à fait intéressée et d'accord avec vous quand vous dites que tout est politique. C'est sûr, et Orwell s'était pas beaucoup trompé par rapport à tout ce que vous dites de la société panoptique et du Big Brother, et c'est vraiment ça. Donc, il s'était juste trompé de... Il avait pas vu ça chez les capitalistes, disons, il avait vu ça. Et voilà, et moi j'ai très envie de lire le livre, tout ça me semble très passionnant. Et vous allez voir, ça se termine... Mais comme toujours, il y a ce coup de pied de l'âne à la fin de chacun de vos romans. Jean-Louis Milési, on parle de représentation et d'un premier, enfin pas un premier film parce que vous avez travaillé pour la télévision aussi, mais un premier film au cinéma qui s'appelle Lino, écrit et réalisé par Jean-Louis Milési. Vous écrivez aussi beaucoup pour Guédiguian, mais représentation image, ce film a cette singularité de montrer un enfant de 2 ans qui se trouve être votre enfant. Et il se trouve qu'en plus, vous êtes comédien dans le film que vous réalisez. Expliquez-moi comment on réussit cette usine à gaz. Comment on réussit? En espérant que ce soit réussi. Non. Ou comment on essaye alors? Comment on essaye, oui. Tout simplement, c'est vrai que le départ, c'est de voir Lino, qui à l'époque a 2 ans, de le voir au quotidien, comme j'ai vu ses grands frères d'ailleurs grandir, mais lui, je pense que surtout moi j'étais prêt à lui voler ce moment-là, et je trouvais intéressant d'en faire la matière première d'un film, non pas partir d'une idée ou d'une sensation, mais partir
d'un petit garçon de 2 ans et de se dire, ça va être le héros d'un film d'1h30. Comment je peux, moi, en toute modestie, arriver à faire ça? Comment je peux parier contre moi-même, parce que c'était le seul contre qui je pariais, c'était moi. Et comment je peux arriver au bout de cette histoire-là? Et une des seules manières que j'avais de réussir, c'était de jouer avec lui, évidemment, puisqu'il n'aurait pas pu appeler papa quelqu'un d'autre que moi, même si dans l'histoire que je raconte, je ne suis pas le père de Lino. Question peut-être intime, mais comment est-ce qu'on donne son fils à la caméra? Est-ce qu'il y a un moment où on se dit je peux le donner à la caméra, où je peux m'en servir comme comédien à son corps défendant, d'une certaine manière? À 2 ans, on n'a pas le libre arbitre. Non, oui, il n'y avait pas de libre arbitre, il n'y avait pas besoin d'approfondir la psychologie du personnage. Il avait tout ça en lui. Non, en fait, je crois que tout simplement, je ne me suis pas posé la question. Je voulais faire un truc avec lui. Je savais que... ma famille connaît l'attachement que j'ai à ma famille, donc à Lino. J'avais aucun doute sur ce que moi je pouvais faire de lui à l'image. Donc je n'avais pas à l'offrir à la caméra. Je voulais simplement faire un jeu avec lui. Nous avons joué pendant X jours devant des caméras en racontant une histoire, mon histoire. Alors l'histoire que vous racontez est celle-ci. Un homme qui est vous, la cinquantaine venue, se retrouve seul avec le fils d'une femme avec laquelle il vivait et qui est morte. C'est en tout cas l'histoire et c'est la thématique du film. Avant de regarder un extrait de ce film, une question sur comment fait-on des films avec comme personnage principal un enfant de 2 ans? Est-ce qu'il y a des contraintes techniques? Est-ce qu'il y a des contraintes de tournage? Il n'y a que des contraintes. La contrainte, c'est lui. La contrainte, c'est simplement être à son service absolu, qu'il ne s'ennuie pas une seconde sur un plateau, qu'il ne soit pas là contraint et forcé, mais que ce soit toujours du jeu. Ça, c'est la contrainte absolue. Sinon, on peut d'abord, moi, j'aurais pas pu faire ça avec lui. J'aurais pas pu faire un film en faisant souffrir encore plus mon fils. Mais l'idée, c'était ça. C'était que nous soyons en train de jouer tout le temps, dans le but, évidemment, j'étais le seul à le connaître, lui il n'en savait rien, de faire un film. Et de respecter le corps et le mouvement, enfin les mouvements de ce gamin. Alors dans ce film, cet homme qui se retrouve avec cet enfant dont il ne veut pas, fait un parcours du combattant et veut forcément s'en débarrasser. Paradoxalement. En tout cas, le restituer soit à Das, soit à son vrai père. Bon, débarrasser, c'est un peu fort comme verbe. Non, en tout cas pour lui, il lui semble évident. Il veut le remettre à autrui. Voilà, que cet enfant doit avoir une famille et que lui, l'adulte, n'est pas cette famille-là. Donc il faut qu'il retrouve un père, il faut qu'il retrouve le grand-père, il faut qu'il retrouve quelqu'un à qui il le remette parce que ça lui semble juste. Extrait. S'il vous plaît, monsieur, il faut le reconnaître. Reconnaître quoi? Votre fils? J'ai jamais vu, moi, ce gosse. C'est le vôtre? C'est le vôtre, j'ai pas d'enfant, moi. Sa mère est morte, alors au téléphone, on m'a dit que s'il y avait un père. Alors je vous ai retrouvé, mais il faut leur dire. Ça va? Vous voulez un verre d'eau? Vous voulez que j'appelle quelqu'un? Mais attendez, c'est quoi là? Moi je comprends rien là, c'est quoi? Sa mère est morte, alors au téléphone, on m'a dit. Mais c'est qui sa mère? Ne criez pas, elle est morte, ne criez pas! Oh, je la connaissais? Dans ma poche, là. Dans ma poche, là. Dans ma poche. Émilie, quoi. C'est Émilie, c'est sa mère? Elle est pas morte, hein? Si, la semaine dernière. La dope. Moi j'ai essayé de l'aider, hein. J'ai essayé. J'ai jamais autant dégusté avec une femme. Attention, monsieur, ce que vous dites, hein. Attention à ce que vous dites. Ça va, quoi, ça va, il n'y a rien de mal, quoi. C'est la vérité, quoi. C'était pas une sainte, hein, Émilie. Vous êtes comme moi, on n'est pas son genre. Il lui fallait des sévères, des étalons, des vrais. Hein? Nous, qu'est-ce qu'on est? Hein? Des vaches à lait. Jeanne Marlon, qui joue le rôle d'un comédien dans l'histoire. Ouais, très beau second rôle. Que fait le pistolet dans cette histoire? Pourquoi est-ce que cet homme qui veut donner à autrui
cet enfant, en tout cas lui restituer son père ou un lieu d'accueil. Pourquoi est-ce qu'il a un pistolet? C'est pas son pistolet, c'est une arme qu'il trouve dans les affaires de la mère. Au début du film, il range un petit peu tout ce qui était le passé et la vie de cette femme qui vient de disparaître. Et au milieu des petites culottes dans une valise, il trouve une arme qui, moi, permettait d'introduire dans cet univers-là ce bonhomme qu'on imagine, qui est très à l'aise chez lui. Et dès qu'il sort de sa maison, il est perdu, il se cache, il est complètement... Et rentre dans son appartement, dans son intimité, cette arme, qui est quand même une arme de mort, et qui nous raconte, beaucoup plus, évidemment, sur la mère du petit que sur lui. Lui va simplement se servir de cette arme-là pour dépasser sa timidité, pour dépasser ses blocages, et il va commencer la recherche du père, du supposé père, en braquant un comédien, parce qu'il se camoufle derrière l'arme, et grâce à ce premier passage à l'acte, il va pouvoir... Enfin, s'ouvrir, c'est un grand mot, mais en tout cas, continuer la quête. Alors, la quête passe aussi par un regard que vous avez sur le social, puisque on voit quelle peut être la difficulté d'accueillir un enfant. Est-ce que cette dimension sociale-là du film était voulue au départ? Non, je me suis un petit peu renseigné sur comment ça pouvait se passer, et je ne voulais pas trop en savoir, parce qu'en fait... On me voit pendant le film passer un coup de fil à la DAS. C'est un vrai coup de fil que je passe à la DAS, dont j'invente tout ce que je dis. Je suis obligé d'inventer. Je ne suis pas comédien du tout, donc c'est la première fois de ma vie que je faisais ça. Et c'était un moment très, très difficile. Et en face, j'ai eu des gens d'une grande écoute. Bon, évidemment, j'ai gardé quelques minutes par-ci par-là, mais vraiment des gens... attentionné à tout ce que je pouvais dire, vraiment prêt à m'aider. Il aurait suffi que moi, je m'ouvre un petit peu pour que l'aide soit là. Sauf qu'évidemment, je ne pouvais pas, puisque... Moi, non, c'était un film. Voilà, c'était un film. Une fiction. Eux ne savaient pas que c'était une fiction. Moi, j'étais obligé d'inventer au téléphone, de répondre à leurs questions. Et c'est vrai que la partie sociale est là. Je veux dire, ce que je raconte dans le film, parfois, des gens me demandent, ça ne peut pas se passer comme ça. Et pourtant, tout ce qui m'a été répondu, c'est vraiment ce qui se passe. Alors, on va parler de votre métier dans une seconde, qui est d'abord votre premier métier, qui est celui de scénariste. Hein. Vous travaillez avec Guédiguian, je le disais tout à l'heure. Mais vous venez de dire une chose, c'est que c'est la première fois que vous faites le métier d'acteur. Quelles ont été vos sensations et ça vous a obligé à quel travail sur vous? D'abord, je pense que ça n'a été possible que parce que nous étions une équipe réduite, à cause de la présence de Lino. Vous avez tourné en 12 jours, hein, c'est ça? Voilà, 12-15 jours à peu près. Et on parlait des contraintes tout à l'heure avec un enfant. Évidemment, des contraintes, il fallait que nous, on soit toujours prêts. Donc une équipe réduite, 2 caméras, très peu de lumière, être sur le moment quoi, avec lui. Et ça, je n'ai pu le faire que parce que j'avais des gens de confiance autour. Et grâce à cette confiance, j'ai pu moi aussi faire le comédien, faire l'acteur. Vous mettre à poil? Pratiquement. Oui, enfin, littéralement. Hein. Ouais, complètement. Et en fait, j'avais peur, ce dont j'avais le plus peur, c'était de mon image. Parce qu'en plus, j'ai fait le montage du film. Donc ce que j'avais le plus peur, c'est de ne pas être lucide au point de dire, là, t'es pas mauvais, là, t'es mauvais. Et j'avais peur de ne jamais pouvoir faire le bon choix. C'est-à-dire le réalisateur scénariste qui regarde le même bonhomme qui est aussi le comédien, c'était très difficile. Mais c'était un grand plaisir. Il y a des choses que je fais dans le film. Après coup, je me suis dit, est-ce que j'aurais osé demander ça à un comédien? Parce que le comédien, souvent, se retourne vers le metteur en scène et lui demande, mais pourquoi est-ce que je dois faire ça? Et à ce moment-là, il faut commencer à inventer un tas de raisons. Alors que tout, moi, quand je fais, ça venait de là. Je n'avais pas besoin de me retourner vers moi-même pour me dire... Tiens, comment il conçoit le cinéma? On va demander à Robert Guédiguian. Il était sur ce plateau en septembre 2008. Écoutez les conseils qu'il vous donne, finalement. Vous dites, je suis contre les costumes. Il me faut un costume unique pour pouvoir en permanence chambouler le chaos que constitue un film. Oui, c'est pour pouvoir monter dans tous les sens, en fait. Donc j'essaie de faire, je parlais des costumes... C'est n'importe quoi, votre cinéma. Oui, j'essaie de faire en sorte... Non, mais c'est vrai qu'il ne faut pas se tenir au scénario. Si un scénario est écrit et donne effectivement déjà le film à voir, c'est pas la peine de tourner. Là, je suis d'accord avec Jacques qui disait, on va pas sur un tournage pour exécuter des choses préétablies et préconçues. Donc il faut aimer aller sur un tournage parce qu'on va y découvrir des choses, on va découvrir le film qu'on est en train de faire et on le découvre aussi au montage. Donc bien sûr, si on a des éléments de consécution très très forts qui deviennent des obstacles à mettre le film sens dessus-dessous, je dis au montage, il vaut mieux les éviter. Voilà, donc je dis ça de certains costumes, je dis ça de certains objets, je dis ça des barbes par exemple plus ou moins longues, enfin des choses comme ça qui sont plutôt contraignantes en fait ensuite pour mettre le film dans tous les sens.
Jacques Doyon avec Robert Guédiguian. Et puis j'ai remarqué que vous avez à peu près la même façon de tailler la barbe. Hein, qu'est-ce que vous avez appris avec cet homme, ou qu'est-ce que vous échangez? Quelle est la dialectique qui vous unit à lui? Alors, vous avez scénarisé Marius et Jeannette, par exemple, Marie-Jo et ses deux amours, Lady Jane, ça c'était en 2007 et c'était récemment. Qu'est-ce qui vous... C'est de l'amitié entre vous? C'est le clan Guédiguian? En tout cas, quelque chose de beaucoup plus fort qu'une simple collaboration à l'écriture. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on est devenu amis d'enfance en 15 jours, alors qu'on avait déjà 30 et quelques années. C'est une rencontre qui s'est transformée en essai tout de suite. Moi, j'étais allé parce que je voulais réaliser un film, j'y connaissais absolument rien dans le cinéma. Robert était producteur, je lui ai mené un scénario, il a voulu rencontrer le bonhomme qui avait écrit ça. Il n'a pas pu produire ce film-là, mais il m'a dit, mais ça m'intéresse qu'on essaie de travailler ensemble, et puis depuis, on écrit ensemble. Et je pense que la force du couple que nous formons, c'est que c'est un couple qui se passe de mots. Donc nous écrivons, les gens qui nous verraient travailler de l'extérieur se disent mais quand est-ce qu'ils se parlent ces deux-là quoi? C'est très peu, ça se passe au même moment souvent. Mais c'est dans l'échange? Physiquement c'est dans l'échange, vous êtes ensemble quand vous écrivez ou... On est souvent ensemble l'un en face de l'autre quand on écrit. Moi je suis plus on va dire celui qui dialogue, celui qui met en forme, qui malaxe. Et Robert est là avec son regard. Formidable d'avoir en face de soi quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est bête à dire, mais parfois, évidemment, on lutte. Je ne suis pas toujours d'accord, mais c'est formidable. Et ce qu'il m'a appris, oui. D'ailleurs, ce qu'il vient de dire là en disant sur les costumes, on ne s'est jamais parlé de ça. Mais dans Lino, je n'ai qu'un costume et Lino n'a qu'un costume. Il n'était pas question que je parte. Pendant 15 jours, vous avez eu le même costume. D'accord, voilà. Bon. Ça ne se passe pas sur 15 jours, l'histoire. Je fais une toute petite parenthèse d'abord, parce que Robert Guédiguian, quand je suis partie justement en Afghanistan, sans argent et sans production, s'est proposé, alors qu'on se connaissait à peine, de me prêter une caméra, qu'il n'était quand même pas sûr de revoir. Parce que partir, j'avais jamais fait... j'avais fait un petit stage, mais je ne m'étais jamais servi d'une caméra et je partais quand même en Afghanistan. Et vraiment, j'avais trouvé ça super. Quelle générosité. Enfin, bon. Et bien sinon, je suis très touchée par ce que vous dites, qu'effectivement, il faut se laisser surprendre par ce qui va advenir. Et rien ne se prépare. Quand on prépare, de toute façon, on empêche que les choses adviennent. Donc, je trouve ça une manière de faire et d'aborder le travail. Ça a des rapports à voir avec le miroir, ne jamais vouloir se contrôler. C'est vrai que oui. Au cinéma, on a un outil qui s'appelle les caméras numériques, qui a une chose de particulière, c'est que l'écran se retourne comme ça. Et donc du coup, même en tant qu'acteur, on peut se voir, mais on ne se voit jamais comme dans un miroir. Et c'est troublant, il ne faut jamais vouloir se contrôler en fait. Moi, oui, c'est sûr. Et le fait de raconter une histoire personnelle avec votre fils, vous-même, mais de ne pas en faire une affaire personnelle, je trouve que c'est vraiment très très bien. Parce qu'il y a des gens qui font semblant de raconter des choses un peu loin d'eux et qui en fait n'en font que des affaires personnelles, où à ce moment-là, tout est très rétréci. Et j'ai envie de voir le film, mais vous, ça paraît au contraire très ouvert et à aborder beaucoup de choses. Et je trouve que ce que vous dites de votre film est tout à fait... Et même le fait d'avoir fait tourner votre petit garçon, c'est très beau. Audacieux et courageux. Absolument. Messieurs, madame, je voulais vous demander, comme à chaque fois dans cette émission, est-ce que vous avez un objet qui vous caractérise, ou est-ce que vous avez un objet avec vous? Qui me caractérise, je ne sais pas. Moi, j'ai ramené du Japon où je suis allé présenter Lino, où j'étais... Évidemment, sous le charme j'ai trouvé cette petite affiche d'un très grand film. Le film s'appelle Dodeskaden, c'est un film de Kurosawa. C'est le premier film couleur de Kurosawa qu'il a fait autour des années 70, je crois, en créant sa propre maison de production parce qu'il en avait essayé des studios. Et ça a été un tel bide qu'il a fait une tentative de suicide après ce film-là. Et moi, c'est ce genre de film-là qui me donne envie de faire du cinéma, quoi. Percy, est-ce que vous avez un objet? Un objet personnel, c'est ça. Alors, j'ai apporté un chapeau parce que je ne savais pas quoi apporter. Et c'est vrai que j'ai souvent un chapeau. Qu'on trouve à Savile Row? Non, ça c'est plutôt les tailleurs. Et j'aime bien les chapeaux parce que, tout comme un parfum, ça peut être ça met une touche finale à quelque chose avant de sortir. Mettez-vous la touche finale. Voilà. Percy Kemp, la gentry britannique. Et vous, Milo, vous avez un objet? Ah oui, juste par hasard,
J'ai une petite boîte d'aquarelle que je n'ai pas toujours sur moi dans la poche, mais j'ai toujours dans mon sac quand même. Toujours. Quand je bouge, j'ai toujours ça. Pour moi, c'est doublement précieux parce que c'est un cadeau de GoPrato aussi. Donc c'est une petite boîte d'aquarelle. Magnifique. Et je l'utilise beaucoup même. C'est la fin de cette émission, on va se quitter en musique. Je voudrais vous signaler un certain nombre de choses. N'oubliez pas mardi prochain de regarder la deuxième partie du film de Jean-Daniel Vérage sur l'abolition. Quand Robert Badinter, en 1981, se bat pour l'abolition de la peine de mort. Et à l'époque, il s'était battu pendant des années avant que Mitterrand décide cette mesure extrêmement symbolique. Ça, c'est pour mardi prochain. Je voulais vous signaler également deux livres de Charles Gardou, Pascal, Frida Kahlo et les autres, ou Quand la vulnérabilité devient force, c'est publié chez RS. Charles Gardou travaille beaucoup, c'est un universitaire qui travaille beaucoup sur le handicap, qui interroge beaucoup le handicap, et chez Pascal ou chez Frida Kahlo, par exemple, il est allé voir comment il y a pu y avoir résilience, ou comment ces gens ont pu surmonter le handicap. Alors, vous montriez il y a 2 secondes la petite boîte d'aquarelle, et Frida Kahlo, c'est pareil, quand elle a eu ce grave accident, du jour où elle a été obligée d'être couchée, elle s'est souvenue que son père avait une boîte d'aquarelle ou de peinture et qu'elle lui a demandé, et c'est à partir de ce moment-là qu'elle a pu surmonter ce qui lui était arrivé. Et puis je voulais vous signaler la même chose aussi, ça c'est Josette Écuyer-Ravaillé, Tant qu'il y a de la vie, publié chez l'Atelier de la Mémoire. Josette Écuyer-Ravaillé raconte comment elle a perdu sa fille à l'âge de 15 ans, syndrome de West, et elle raconte comment une famille peut passer à travers des situations de handicap, comment une famille peut surmonter. Vous aurez les références de ces 2 livres, bien sûr, sur le site internet et sur le blog de l'émission. Il me reste à vous dire donc que la peine de mort n'avait toujours pas été abolie aux États-Unis, qu'il y avait dans les prisons françaises au 1er janvier de cette année 62 252 détenus pour seulement 50 963 places. Ce nombre de détenus est en baisse, c'est à signaler. Et musique, pour terminer, avec Anthony Joseph et The Spasm Band. On va les retrouver dans un extrait de leur dernier concert à la Cigale. You know, and she was white as country cotton, baby geese in wire pens on one side of the road. You see, my humble cycle, it was parked on one side, and on the other side, a forest grew of giant hot plum trees and banana peas, yeah. All between the bungalows, down in the bungalow, down in the bungalow. Hillside of Malik Village, and I'm just leaning, and you see me, I'm just leaning on a bed of post lawn. I was spitting banana seeds
see my cousin Alvin come. I see him come dancing down from the top of the hill. They say, you know what, Tony boys? Somebody just keep your bike. I said, what? So I grabbed the neighbor tree canal cutlass and I started to go down. I was going behind them in their mud ass. But then Alvin say, you know what, Tony boy? You better just lower that blade, yeah? Cause you see down there, they don't play down in the bungalow. Down in the bungalow, Lord have mercy. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien.